Merci beaucoup. Bien, je crains que vous ayez reconnu un sujet déjà traité par quelqu'un d'autre. Quels sont ceux qui voient le film pour la première fois? Je pense pas mal de monde sûrement. Quels sont ceux? Oui, allez-y. Il n'y a que deux personnes qui le voient pour la première fois? Ah oui, non. Parce que lever la main, c'est pour ceux qui... Oui, voilà. Ah bon, alors ça va, il y avait quand même déjà des gens qui l'avaient vu. Bien, ce qui est intéressant évidemment dans ce film, c'est la façon dont Kurosawa s'attaque à Macbeth et surtout sa volonté de transposer dans une dramaturgie qui est la dramaturgie asiatique, ou disons japonaise en tous les cas, mais elle était vraiment asiatique parce que même si c'est un peu différemment, elle est quand même travaillée d'une façon semblable par la Chine. Donc c'est comment concevoir justement une action dramatique selon deux points de vue. Si vous avez le point de vue occidental ou le point de vue oriental. C'est donc une question de conception ou de sensation de la temporalité et comment on modifie selon l'optique que l'on a de la vie et surtout de l'avenir, la façon dont justement la manière ou la façon ou disons la dramaturgie asiatique se travaille exactement à l'inverse ou pas vraiment exactement. C'est-à-dire qu'elle se travaille à l'inverse de la dramaturgie occidentale. Toujours avec cette idée qui est le propre même de la dramaturgie, c'est-à-dire une dramaturgie telle que nous la connaissons depuis quelques millénaires, c'est la réflexion ou la pensée ou le regard sur l'existence, sur la vie et en particulier sur le temps, puisque l'existence est comme la vie est fondée sur le temps. Donc la dramaturgie classique, disons en tous les cas occidentale, c'est un passé, ce passé a une crise, cette crise produit un présent qui justement est en train de vivre cette crise et doit résoudre cette crise. Et à ce moment-là, dans l'Occident, il faut penser un futur, se jeter, ou en tout cas vouloir le futur et toute l'action, et en fin de compte, ce travail sur on va bâtir un futur, on va se construire un futur, et donc à ce moment-là, on sera sauvé par le futur. Reprenez en particulier la façon dont le cinéma américain, qui a poussé très loin cette pensée de la dramaturgie, finalement, c'est même l'idéologie de la société américaine qui veut que la réussite, c'est-à-dire la façon dont on construit son futur, qu'on puisse bâtir ce futur et qu'on puisse s'installer dans le futur. Donc, on est maître du futur. Dans la pensée orientale, c'est une autre façon de concevoir le temps, ou la temporalité, c'est le futur, oui, mais il est déjà dans le passé. Par exemple, si vous prenez cette adaptation, donc, ou cette réflexion plus exactement de Kurosawa sur le Macbeth, vous avez le début du film, c'est-à-dire ces seigneurs, avec le seigneur principal, en train de parler de la bataille du fort 5, du fort 4, du fort 3, du fort 2, du fort 1, et en train justement de voir que le futur qui était la défaite, d'un seul coup, change, mais elle n'a pas été construite dans la dramaturgie, on vous l'apporte. On vous apporte à un moment, d'un seul coup, vous aviez la défaite et un messager arrive et annonce la victoire sur le fort 1, sur le fort 2, grâce à
tel seigneur, etc. Donc, on ne vous a pas travaillé sur comment l'action a réussi à gagner, simplement on vous dit que. Et donc à ce moment-là, vous allez retrouver exactement à la fin la même chose, c'est-à-dire que notre seigneur de la fin, notre Macbeth, ce sera plus simple, à la fin, est exactement dans la même position que le seigneur du début. C'est-à-dire, attendons, ils ne peuvent pas me vaincre, etc. Les forts, et finalement, à la fin, la chose se produit. Et la chose qui se produit, bien sûr que c'est dans Shakespeare, mais dans Shakespeare, rappelez-vous de Macbeth, c'est fait sur Macbeth, et aidé de Lady Macbeth, construit ce futur et veut finalement obtenir ce qu'il obtient. Alors que ici, pendant tout le film, donc toute cette conception que nous propose Kurosawa, en aucun cas le personnage, disons, de notre Macbeth japonais, veut le futur. Il arrive ce futur, il arrive, et à la fin, par exemple, ça devient très beau sur la forêt. La forêt arrive. Bon. Bien sûr qu'elle est annoncée dans Shakespeare, mais dans Shakespeare, tout est fait sur l'action, et l'action justement progressive ou que l'on conquiert. Alors que ici, l'action est, je dirais, quasiment subie. Et ça, c'est très intéressant de voir justement cette façon dont Kurosawa a eu le culot quand même, parce qu'il faut le faire, d'essayer de transposer dans la dramaturgie asiatique une pièce qui est par excellence la dramaturgie occidentale, et de lui donner une nouvelle vision, tout en respectant en réalité la trame même qui se trouve dans Shakespeare. Donc il n'y a pas trahison de la trame, il y a simplement une façon tout à fait différente de traiter, et qui évidemment va jouer sur la dramaturgie à tous les niveaux, à commencer par celle de la représentation cinématographique. Certes, Kurosawa se sert ici du théâtre japonais une fois de plus, et en particulier du No. Il y a tout ce côté de la représentation d'un spectacle ou d'un théâtre japonais, dans la façon dont c'est travaillé, mais en plus c'est travaillé sur l'espace. S'il y a le temps qui est en effet modifié dans le sens que c'est le futur est déjà dans le passé et il arrive, il va se manifester, il va arriver non pas par le devant, si vous voulez, si on veut prendre un exemple, mais par l'arrière. Et le futur arrive comme ça par arrière. Et à ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité de travailler ce que l'on a travaillé en Occident, que ce soit Orson Welles. Je prends deux Macbeth, il y en a eu plusieurs de Macbeth qui ont travaillé au cinéma. Et pour moi, les deux meilleurs, c'est celui d'Orson Welles et celui de Polanski. Le Macbeth de Polanski qui est tout à fait intéressant. Ce sont des Macbeth qui sont traités à l'européen, enfin à l'occidental, c'est-à-dire sur une action qui est en train de se produire et qui va se concrétiser. Donc, je répète, on va vers le futur et on construit le futur, même si ce futur est destructeur. Ça, c'est une autre chose. Alors que ici, n'ayant pas cette ligne dramatique, donc vous n'avez pas la maîtrise de l'action en tant que l'action finalement va vers une droite, si on veut prendre une droite, en tout cas une ligne qui va vers le futur. Regardez bien le film. C'est en permanence que des cercles. On est tout le temps enfermé dedans. On ne va... Et les choses arrivent, mais presque par... au fond, ce qui est très beau dans ce film, c'est que là, Kurosawa joue à fond les sorcières, les sorcières, en plus en les modifiant et en faisant des sorciers, ce qui est déjà une modification profonde par rapport à Shakespeare. Et à ce moment-là,
on est pris dans le cercle d'une connaissance qui est déjà donnée et au fond, on découvre peu à peu les choses qui sont en train de se produire, donc de se faire, mais elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Donc tout est retravaillé sur je dirais, ce rythme-là qui fait que le film, à la fois nous connaissons parfaitement l'histoire, et quand même parvient à nous dépayser totalement puisque nous ne recevons pas l'histoire selon la logique justement d'une dramaturgie qui travaille un temps que l'on conquiert, mais au contraire un temps que l'on, je dirais, pas que l'on digère, c'est pas vrai, mais un temps que l'on reçoit et qui vient du passé plutôt que du futur. Et ici, je trouve cette adaptation tout à fait magnifique et c'est pour ça que je tenais un peu dans cette rétrospective Kurosawa que l'on passe ce film, parce que là, on a quand même une façon plus facile de jauger le travail de Kurosawa, puisque nous connaissons la pièce, et que cette pièce, bon, elle est quand même archi célèbre par le plus grand dramaturge occidental. Donc on ne peut pas faire mieux sur le travail de la dramaturgie et du traitement dramaturgique donc, que ce film dans cette comparaison. Alors, en plus, par exemple, sur tout le jeu, évidemment, d'acteurs, qui est ici, bon, bien sûr, lié tout à fait à la façon de représenter ou de jouer dans un eau, mais qui est aussi travaillé, s'il y avait une référence à l'Occident, disons qu'il y a une forme d'opéra oratorio. C'est une sorte de psalmodie permanente. Et donc à ce moment-là, par exemple, si vous prenez les scènes entre le Seigneur et sa femme, enfin, disons Macbeth et Lady Macbeth, elles sont remarquables, elles sont extrêmement intéressantes, uniquement sur le jeu des mobilités, des accélérations, des ralentissements. C'est un jeu, je dirais, de dynamique qui est lui aussi complètement modifié par rapport à la dynamique que nous avons. Si on joue cette pièce, ce Macbeth selon Shakespeare, on n'aura pas besoin de jouer cette espèce de jeu constamment de suspension qui est travaillé dans le film, visuellement, d'une façon sonore, et évidemment, surtout, dans le jeu d'acteurs. Regardez le nombre de moments dans le film où vous avez des ralentissements et d'un seul coup des accélérations. Il y a un jeu comme ça purement, je répète, rythmique, qui crée peu à peu la fascination que le film produit sur nous, au-delà même de l'histoire que nous a racontée, puisque nous la connaissons. Donc, comment ici, Kurosawa nous donne à voir l'autre temps qui est le temps de la dramaturgie. Mais ne nous trompons pas. Beaucoup de films asiatiques, que ce soit chinois ou japonais, ou même coréens, ont cette façon d'aborder la temporalité et justement sur une autre façon de concevoir le futur. Et ça, il y a là peut-être la différence fondamentale d'une façon d'aborder la vie ou l'existence sur la temporalité, la notion même de temporalité. Et bon, en définitive, c'est un tout petit changement, mais capital. C'est-à-dire que faire du futur demain ou faire du futur, il était déjà hier. Et il arrive. Et le recevoir. Alors que dans l'Occident, ce futur, je répète, ce futur, nous allons le construire, nous allons le bâtir, nous allons être
nous mettre dedans. Alors que en Orient, c'est plus large, c'est plus... Voilà. C'est plus incertain, disons c'est plus flottant, ce qui est pas mal non plus, ce qui est même très beau. Je trouve par exemple la fin, cette fin, ça Shakespeare, je pense que ça lui aurait beaucoup plu. Cette mort immortelle par les flèches, cette idée à la fin, ce qui se promène avec la flèche à travers le cou. Enfin, il y a une démesure shakespearienne, mais absolument pas occidentale. Et c'est vrai que dans ce coup, c'est une vision tout à fait... Je trouve par ailleurs, sur la représentation, je trouve que, moi, par rapport à Shakespeare, par rapport au film tourné sur Macbeth, je trouve les scènes de sorcières, enfin, les deux scènes les plus célèbres de la pièce, c'est-à-dire les sorcières et la fin, la forêt qui avance, je trouve que là, vous avez une représentation qui est... je pense que Shakespeare aurait été très content de la voir. Parce que elle est véritablement puissante et l'idée est vraiment donnée. D'autant plus qu'ici, il y a quand même aussi d'autres aspects c'est que par rapport à l'Occident, donc par rapport même à Shakespeare, dans Shakespeare, on est quand même dans une forme de réalité. Alors qu'ici, on est constamment, en fait, dans la pensée. On est dans l'imaginaire, on est dans le rêve, on est dans les pensées, on est en même temps, si on est dans le haut, on est aussi dans le bas, c'est-à-dire dans le ventral, c'est-à-dire toutes les choses, comme on le dit au départ d'ailleurs avec les sorciers, les démons, etc., c'est-à-dire toutes les choses obscures qui nous poussent, qui nous mènent, et en particulier l'ambition, le pouvoir, etc. Toutes ces choses qui mènent le monde et qui finalement détruisent le monde. C'est dit d'ailleurs dans le texte, qui n'est pas de Shakespeare, qui est le début chanté que l'on trouve à la fin. Les gens d'hier et d'aujourd'hui, enfin les hommes d'hier et d'aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont détruits par leur propre pulsion, par leur propre désir, par leur propre conception finalement de la vie. C'est très belle, en tous les cas, une très belle offrande que nous donne ici un japonais à nos esprits occidentaux. Ça nous change un peu et ça nous fait du bien, je trouve, enfin, me semble-t-il. Maintenant, évidemment, si vous avez des contradictions ou au contraire des accords, je vous écoute, ou des questions à poser tout simplement. Bon, il ne faut pas que Shakespeare quand même vous effraie à ce point. Pour le passage des sorcières, il me semble que là, en fait, c'est un personnage masculin, c'est ça qui joue la... J'ai pas compris quoi. C'est un personnage, c'est un sorcier, c'est pas une sorcière qu'on voit dans le... C'est un sorcier. Voilà. Pourquoi déjà, le rendre masculin, parce que ça aussi, il faut avoir le culot. Vous adaptez Shakespeare, et dans ce coup, vous changez une des scènes les plus célèbres de Shakespeare, les sorcières, et vous la changez d'un seul coup en sorcier. Bon, alors évidemment, c'est fait de façon assez admirable, où, oui, d'accord, c'est un sorcier, mais et son éclairage, et son maquillage fait qu'il est indéfinissable sur le genre. Mais il n'empêche que, visiblement, et la deuxième scène des sorciers, alors là, les sorciers, où on en voit plusieurs, ils sont tous masculins, et donc renvoient en effet à quelque chose sur la notion même de virilité. Là, le film est intéressant, mais alors peut-être un peu plus Kurosawa, sur justement le rapport chez Kurosawa
de la notion de virilité par rapport à la vie. D'où l'importance ici qui est donnée à la femme. Je trouve, par exemple, c'est en plus admirablement joué comme un nous, la femme qui absolument comme une statue qui ne bouge pas le moindre frémissement. C'est une sorte de masque, mais qui est en train de dire, de façon féminine, qui est en train d'obliger l'homme à assumer son idée de virilité qui va finalement le conduire à sa perte. Et ça, je trouve ça aussi très fort parce que c'est dans Lady Macbeth, est quand même un personnage, alors qu'ici, c'est quasiment un personnage qui vient des entrailles de l'homme et qui veut, l'homme veut entendre ce discours-là. Voilà. Et en même temps, il ne veut surtout pas l'entendre, évidemment. Je trouve admirable toute la séquence de rapports entre Lady Macbeth et Macbeth. C'est magnifique à voir. Bon, alors, que ça me modifie, oui, ça me modifie forcément Shakespeare, mais en même temps, il trouve, si on fait on va au fond même de ce qui est dit dans ce Macbeth-là par rapport au Macbeth de Shakespeare, en fin de compte, on a quand même à peu près la même idée. Hein. C'est bien un regard sur la folie de l'homme qui veut être maître absolu de son existence et qui finalement par là même détruit son existence. Ce qui est une belle idée que nous ont proposée, en tout cas que nous a proposé Shakespeare, et quelques philosophes avant d'ailleurs, et après aussi, et que reprend ici Kurosawa dans cette écriture asiatique. Je ne sais pas, d'autres réactions? Oui, monsieur? Ah non? Bon. Vous voulez non? Pardon. C'est terrible. Vous n'avez pas d'opinion? Oui, j'ai une anecdote que je trouvais amusante en fait sur la fin, parce que je suis toujours très impressionné par le jeu de Toshiro Mifune. Je suis toujours très impressionné par le jeu d'acteur de Toshiro Mifune à la fin. De Mifune? Oui. Ah, c'est non, Mifune. On dit, oui, je le prononce à la française. Bon. L'acteur qui joue donc Macbeth, l'acteur qui joue ce personnage, bon, c'est lui qui a découvert en effet Kurosawa en 1950, donc 7 ans avant, et qui va devenir son acteur quasiment dans tous ses films pendant encore une dizaine d'années, et qui sera peut-être la plus grande vedette masculine cinématographique du cinéma japonais. Sinon, Mifune, bon, s'il y a un japonais ici, je crains qu'il ne comprenne pas ce que je dis. Oui, en tout cas, quand il reçoit toutes ces flèches à la fin, j'ai lu qu'en fait, Kurosawa avait fait attacher des fils pour que les flèches arrivent vraiment très très près de lui, mais c'était... Enfin, ça rendait l'effet très très réel, comme si vraiment on lui tirait des flèches dessus. Ah non, mais il y a chez Kurosawa vraiment ce génie de vouloir être réaliste dans je dirais, je ne peux pas dire tout à fait le fantastique, quoique là, c'est quand même de l'ordre du fantastique, de toute façon. Donc, mais il faut que visuellement, ce soit accepté comme exact. Donc, il faut travailler les faits pour obtenir que le spectateur assume la réception des flèches. Et en même temps, bon, il y a un discours sous-jacent, on a commencé déjà à en parler chez Kurosawa, ce discours donc, de cet ancien
enfin, de ses descendants, je répète, de samouraïs, donc descendants d'une souche aristocratique, même si, je le redis, l'aristocratie de son père était plutôt en mauvais état financier, mais il n'empêche que l'esprit samouraï reste chez Kurosawa, mais en même temps, je rappelle ce côté historique, c'est-à-dire Kurosawa est le dernier fils de la famille, ils étaient, je crois, 7 fils dans la famille Kurosawa, et l'un des fils s'est suicidé en révolte contre le père. Et Kurosawa, donc, venant d'une famille aristocratique, va avoir de plus en plus une option, disons, critique plutôt de gauche. Enfin, de gauche pour nous, disons, plutôt populaire en définitive. Et ici, ce regard, puisqu'il reviendra souvent chez les seigneurs, ici ce regard chez les seigneurs retravaille sur cette folie de l'homme de vouloir être ce qu'il n'est pas véritablement, ou ce qu'il voudrait être et ce qu'il ne sera jamais. Et ça, il y a un regard social chez Kurosawa. Bon, évidemment, dans d'autres films, en particulier Le Mois prochain, dans le film que nous verrons, est beaucoup plus sensible, puisque là, il y a vraiment la lutte des classes ouvertement exposée dans le film prochain. Alors que là, nous sommes au niveau, en effet, des classes. Enfin, il y a quand même une lutte des classes, il n'empêche qu'on veut accéder au plus haut rang. Et en définitive, à la fin, on est détruit quand on reçoit les flèches. C'est le peuple qui se révolte. Donc, il y a toujours cette idée-là. Mais on ne peut pas dire qu'on ne pense pas immédiatement côté social. Le peuple se révolte, les soldats lancent les flèches, etc. Bon, d'accord, mais ça ne joue pas comme ça se joue dans d'autres films, ouvertement travailler sur le rapport de classe. Le rapport de classe aujourd'hui. Là, on est quand même un peu dans la légende et dans un univers mythique qui est celui de la seigneurie du temps passé. Et en effet, donc, d'ailleurs ici, je crois que c'est le 8e siècle, on est avant les samouraïs, de cette façon. D'ailleurs, je me souviens plus, dans le Macbeth de Shakespeare, c'est quelle époque, enfin, quand c'est un 12e ou 13e siècle, si je veux mémoire. Il n'y a pas un professeur d'histoire de Shakespeare, non? Je ne sais plus quelle époque ça peut être. Comment? C'est le 12e siècle, non? Comment vous dites? Ah, vous mettez 16e, vous? Ah, 13e, c'est ça, oui. C'est le Moyen-Âge, quoi. C'est le Moyen-Âge. Oui. Oui, moi aussi, c'est ça, c'est 12-13e, oui, c'est ça. Le Hamlet, c'est 16e. C'est Danemark. Mais enfin, bon, de toute façon, ça, c'est pas d'importance. Bon, toujours, je vous écoute. Oui. Merci. Bah, malgré tout, pour aller quand même dans le sens de ce que vous disiez, ouais. Moi je trouve qu'il y a quand même 3 ou 4 scènes très courtes, mais qui se passent entre les gens du peuple et qui commentent l'action et qui sont vraiment sur un ton différent de tout le reste, et moi je trouve qu'elles sont importantes. Puis sinon il y a un autre thème quand même là, ce qui m'a frappé, parce que bon, j'avais déjà vu le film, effectivement, et je dis effectivement, j'avais déjà vu le film, et plusieurs fois il y a longtemps, et justement, ce qui m'a intéressé, c'est que je ne l'ai pas vu du tout de la même façon, c'est-à-dire qu'avant, j'étais surtout subjuguée par la beauté du spectacle, et là, ça m'a frappé quand même qu'on retrouve une des obsessions de Kurosawa, c'est la guerre quand même, avec ces images, enfin je repense au film, je crois que c'est Ran, où on voit toujours dans la fumée des corps ou des chevaux qui meurent, enfin la mort par la guerre, c'est très très présent.
présent chez lui. Oui, c'est vrai, mais en même temps... C'est vraiment... Mais en même temps, ce qui est plus important, d'un point de vue visuel, c'est que quand même, en permanence, le film se joue sur deux représentations visuelles. L'une sur disons, la brume, c'est-à-dire le côté invisible, c'est-à-dire au fond un mental dont on n'est pas le maître, un mental qui amène les choses et qui vous gouverne. On en revient toujours, on n'est pas le maître de son futur, on est gouverné par. Et donc, et au contraire, une précision, une netteté dans les scènes justement de conflits où il faut maintenant accepter, ou en tous les cas faire semblant qu'on ne peut pas échapper au crime qu'on va commettre. Bon. Est intéressant par exemple le transfert dans le film de la fameuse scène de Lady Macbeth avec le sang. Bon. Et ici, il ne vient que tout à fait à la fin, alors que si j'ai bonne mémoire dans la pièce, j'ai pas relu la pièce, mais enfin bon, il y a un petit bout de temps que j'ai pas vu, mais si j'ai bonne mémoire, c'est beaucoup plus vers notre au milieu de la pièce, ou un peu plus quoi. Alors qu'ici, la scène est quasiment à l'ultime moment. Donc il y a un transfert de cette scène, bon, elle aussi archi célèbre, qui devient intéressante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Lady Macbeth, qui au fond, telle qu'elle est travaillée, n'est qu'une espèce de mur, un masque absolu. Et ça, c'est magnifique. Là aussi, c'est totalement japonais. C'est-à-dire qu'elle a un masque de no quoi, sur le visage. Et elle est simplement une sorte de logique intime, ou pas intime, une sorte de logique mentale qui découle. Voilà. Tu as été un petit chef, tu deviens un grand chef. Bon, maintenant tu acceptes le système qui veut que si tu deviens un grand chef, tu dois passer encore au stade supérieur. Et il faut que tu prennes le pouvoir. Et c'est le mouvement même. Bon. Et là encore, c'est un mouvement, une fois de plus, qui n'est pas de projection, mais un mouvement naturel où il faut passer du petit au moyen au grand. Et dans ce sens-là, le traitement que Kurosawa a fait de la représentation de Lady Macbeth est très intéressant, parce que dans Lady Macbeth, dans la pièce, au théâtre, Lady Macbeth n'est pas quelqu'un d'aussi statifié que dans ce film. Alors que là, elle est complètement no, quoi, dans le sens où vraiment elle n'a pas d'expression à donner, elle est une sorte de figuration d'une logique, je répète, d'une logique mentale qui est comment monter, réaliser une existence en accédant au sommet. C'est la marche obligatoire. Donc, ici, je répète, c'est pas fait sur l'action en tant qu'elle se manifeste, c'est fait sur cette espèce de mur qui se donne comme tel à voir et à assumer. Moi, ce qui est très étonnant dans la scène telle que j'ai travaillé par Kurosawa, c'est lui qui réagit. Elle ne réagit quasiment jamais. Jamais. Elle est totalement à bloc. Et en revanche, quand elle a des mouvements, là aussi, c'est des mouvements de pièces, du no, cette façon de se déplacer avec des mouvements saccadés. Tantôt on bouge plus, on bouge plus. Alors que
dans la représentation occidentale, le mouvement ne peut pas se casser comme ça. C'est une forme de représentation qui est évidemment qui change le spectacle profondément. Le théâtre japonais, mais aussi le théâtre asien, enfin chinois, est différent, mais il est quand même, il n'est pas éloigné de cette conception de la représentation que l'on a dans le théâtre japonais, et je répète qu'on se trouve aussi dans le théâtre chinois, et dans certains films japonais, dans certains films chinois. Pas tous, mais en tout cas, c'est intéressant chez Shakespeare, donc chez Kurosawa, et dans Ozu, enfin bon, on ne va pas s'amuser à parler des enseignants japonais. Il y en a un, en revanche, qui refuse la représentation directement asiatique, c'est Mizoguchi. Mizoguchi est beaucoup plus occidental dans sa représentation. Ça, c'est encore notre problème. Enfin, bon. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez vu Assassin de Wu Shaoxian, donc le film chinois, ou si vous voyez les films de Wu Shaoxian, il est apparemment dans le réalisme occidental. En réalité, la façon même de filmer reprend la pensée asiatique. Chez Wu Shaoxian, c'est exactement la même idée que chez Kurosawa. Le futur ne se construit pas, il arrive, il vient du passé. Et il se réalise. C'est extrêmement intéressant à voir et analyser justement quelqu'un comme Wu Shaoxian dans cette conception-là. Et ceux qui ont vu Assassin ont été certainement surpris par le film parce qu'ils n'ont pas compris forcément certains moments, puisque ce n'est pas préparé par l'action, puisque les choses ne vont pas venir, les choses sont là parce qu'elles étaient déjà prévues avant. Et alors ça, on ne le sait pas. Et ça, rentrer dans l'univers asiatique, c'est passionnant, mais c'est autre chose, c'est un autre monde. En tout cas, une autre forme de représentation. Ceci étant dit, je pense que j'ai un peu répondu quand même à votre intervention. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions à poser. Est-ce que ça vous a plu, le film? Tout le problème est là. Oui, non? Bon. Bon, donc, le mois prochain, donc, entre le ciel et l'enfer. Le mois prochain, il sera plus facile à parler, parce que bon, c'est quand même plus direct. Une histoire plus facile, immédiatement. Parce que là, la difficulté, c'est évidemment de le comparer à Shakespeare. Pas de comparer, de dire comment il a véritablement japonisé Shakespeare. C'est une œuvre d'absorption d'une autre œuvre. Et il faut reconnaître cette fois de plus à Kurosawa, cette qualité. Enfin, ça, je pense, je vais l'avoir déjà, je sais pas si je l'ai déjà dit, je ne m'en souviens plus, mais qu'il a été extrêmement influencé par la littérature russe et aussi par Shakespeare. Bon, il a quand même fait de Shakespeare, Macbeth et King Lear, c'est quand même pas mal. Il y a quand même de pièces de M. Shakespeare qui ne sont pas de petite qualité. Bon, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.